Déjà, je ne sais pas très bien qui je suis. Est-ce qu'on n'est pas toujours qui on est? Le parcours de chacun doit énormément au hasard. Déjà, j'espère que je suis qu'un embryon de moi-même et de ce que je peux encore penser. Mon pays, c'est la terre, quoi. Je me sens partout chez moi. Mes racines, c'est partout. C'est connaître du monde. Ayant moins peur de moi, j'ai moins peur des autres. Ne laisse jamais personne te briser les ailes. Rester jusqu'au bout, c'est aussi dénoncer. Une sorte de révélation, puis de désillusion. Il pensait, lui, s'adresser à moi d'une façon discriminante. Les mots que j'aime et les mots que je n'aime pas. Je veux pas entendre, je me barre, je suis pas d'accord. Ouais, ça me fait vraiment peur. Il y a la révolte et la colère. les choses nous dépassent. L'amour m'a toujours sauvé. C'était en moi depuis le début, quoi. Je crois qu'il a nourri mon âme et mon cœur. Tout est construction. On se tourne vers le passé. Je regrette rien. L'amour, ça existe et c'est grandiose. Tellement beau. Je vis mes rêves. Et à partir de là, c'est de faire de sa vie de la littérature. Mon histoire, elle est écrite. On se nourrit avec des livres. C'est ça qui m'a un peu réveillé, c'est être à l'écoute des enfants. J'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. Oui, moi je crois beaucoup au destin. Mon gosse, c'est le vide. Jamais laisser place à la banalité. Comment pouvons-nous échapper à ça? Moi, je crois qu'on peut tous réussir à faire beaucoup de choses. Ce sentiment de bouillonnement, de vibration, je l'ai vécu et expérimenté grâce au collectif. Je me suis retrouvé. Et essayons de faire de ça un espace de liberté. J'ai perdu le fil. Il n'y a pas vraiment de fin. Moi qui vous parle. Ma mère qui a élevé 5 garçons, voilà, pas toute seule mais quasi, et qui même aujourd'hui, entre guillemets, nous élève. Tous les jours, quasi, on l'appelle pour lui demander des conseils, et puis elle est toujours là pour nous répondre, et puis elle fait tout ce qu'elle peut pour nous rendre encore aujourd'hui heureux. C'est directement en étant aux Antilles, on connaît souvent l'histoire de France, on a connu un peu l'esclavage, c'est un peu expliqué, mais en ayant rencontré des personnes blanches, on se pose la question pourquoi les blancs, pourquoi les noirs, quoi. Et puis c'est depuis ce moment-là, depuis l'enfance, on commence à se poser la question. Mais l'intérêt vraiment de savoir qu'est-ce que ça représente d'être noir, c'est venu quand j'ai eu mes enfants. Voilà. Pouvoir leur expliquer s'ils me posent la question pourquoi je suis noir, qu'est-ce que ça représente vraiment. Voilà. C'est ce genre de réflexion que je mène. Au tout début, ils ont demandé pourquoi on est noir, pourquoi on est blanc, quoi. Pourquoi, mais je leur ai dit c'est comme ça. Puis ça s'arrête là. Ils m'ont dit ok. Puis c'est très bien. Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué. Donc, j'ai eu un différend avec quelqu'un quand j'étais à la Cité U. Si je me souviens, à chaque fois qu'il me répétait un mot, il me disait y a bon. Il me disait y a bon à chaque fois. Et moi je disais ok, quoi. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai entendu le mot, je crois que c'était à la télé, ou peut-être sur YouTube, je crois. Et ça m'est revenu le truc du yabon, parce que moi je connais pas en fait, quoi. Je connaissais pas. Et j'ai cherché, et j'ai compris. Mais parce que lui, il pensait que moi j'étais africain, quoi. Mais quand il me dit yabon, moi je pensais que c'était comme ça que lui parlait. Et il pensait, lui, s'adresser à moi d'une façon discriminante. Mais moi je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et ça, j'ai trouvé ça m'a un peu marqué, mais c'était plus marrant qu'autre chose, quoi. Donc ça, c'est marrant que les gens
La couleur de peau, pour eux, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on vient de tel ou tel endroit. Mais voilà, moi ayant vécu en Guadeloupe, étant venu ici, fait un peu le tour, quelques pays aux alentours, ça veut strictement rien dire. On est allé une fois en Espagne, à Barcelone. C'est une ville magnifique et c'est la première fois de ma vie je me suis dit c'est impossible de reconnaître quelqu'un qui est né ici ou qui ne l'est pas. Ils parlent tous espagnol, ils parlent tous de la même façon et ils sont tous d'une couleur différente. Tous. Donc ça c'était marrant. J'ai regardé une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps où il parlait de monsieur c'est Aimé Césaire qui a parlé de la négritude. Donc, et ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est peut-être, si je devrais lire quelque chose, ce serait ça. La différence entre le nègre, comment il peut être compris, et le nègre, comment Aimé Césaire l'explique, avec fierté, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup qui est relatif à ma femme quand même, mais ça a toujours un peu été comme ça. Mais ouais, depuis que je la connais, je vois plutôt la vie du bon côté. Donc il n'y a pas trop d'intérêt pour moi à me pencher que sur le négatif. Le négatif, c'est simplement une façon d'aller vers le positif. C'est tout. Voilà. On peut avoir des hauts, des bas, mais l'idée, c'est de toujours être bien, quoi. Voilà. C'est pas un regret, c'est... Les regrets, c'est pas un regret. Enfin, si quand même. Si, c'est de pas avoir le fait de partir de la Guadeloupe. Le fait de partir de la Guadeloupe, ça éloigne un peu des gens. Et donc la famille, elle est un peu plus dispersée et on a plus de mal à se retrouver. Ça, c'est mon plus grand regret. Quand j'étais ado, quand j'étais encore en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans, on était tout le temps en famille. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les distances sont beaucoup plus longues. Tout le monde a un travail qui est très prenant. Il y a plein de choses à faire et on se voit vraiment pas assez souvent. Et ça, ouais. Ça, c'est pas drôle. Alors, on s'est rencontrés, on était étudiants tous les deux à Strasbourg, donc par le biais d'amis communs. Donc c'est pas une histoire qui a démarré tout de suite, mais dès que ça a commencé, c'était un peu particulier puisque voilà. Moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Alors j'ai pas forcément exprimé puisque on est jeunes, on est des hommes, en plus entiers, et donc on s'est vu fréquenter. On a presque habité ensemble, quasi. Chacun avait son appartement, mais on était chacun l'un chez l'autre, voilà. Et puis est arrivé le moment où la vie commençait vraiment, où il a fallu faire des choix à travailler. Et un jour, elle m'a annoncé qu'elle partirait à Poitiers parce qu'elle a trouvé un travail et qu'elle m'a demandé ce que ça me dirait d'aller à Poitiers. Et puis c'était la première fois de ma vie qu'une femme m'avait demandé est-ce que je voudrais bien passer du temps avec elle, mais ailleurs, et puis voilà, construire quelque chose, quoi. Et donc je lui ai dit oui. Et puis moi j'ai terminé mes études et je l'ai rejointe à Poitiers. Et ce qui était marrant, c'est que quand je suis arrivé, à un moment, on a discuté, on a pris notre appart, etc. Voilà, on s'est installé. Et un jour, en discutant, elle m'a dit mais je savais pas si tu allais me rejoindre. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit mais on sait jamais. Et je lui ai dit si, moi je sais. Donc je sais pas si ça l'a marqué, mais moi ça m'a beaucoup marqué puisque il y a des choses comme ça qui sont pas faciles à exprimer. Mais quand je l'ai rencontré, malgré ma réserve et puis mon attitude d'homme fort, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. Puisqu'on s'est aidé un peu chacun l'autre à grandir. Et j'ai abordé le fait qu'elle m'a ouvert. Mais quand je dis ouvert, c'est vraiment ouvert à... Moi, je vais pas dans les musées naturellement.
Elle m'a emmené dans un musée une fois, et j'ai trouvé ça formidable. Elle m'a emmené faire des voyages dans d'autres villes, j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, malgré le fait que j'ai connu d'autres filles avant elle, jamais aucune autre personne n'a réussi à me faire m'intéresser à quoi que ce soit, à part elle. Et puis la vie a continué, on a voyagé, on s'est retrouvés ici. On a eu 2 enfants. Et chaque jour, je me dis que c'est impossible de trouver quelqu'un qui puisse correspondre autant à ce que j'ai recherché. Puisqu'elle est particulièrement intelligente, magnifique aussi. Et ce qui est vraiment bien, c'est que bon, elle rigole à toutes les bêtises que je peux faire, quoi. Donc, et puis je suis particulièrement taquin, surtout avec elle. Je suis particulièrement embêtant avec elle dès qu'elle rentre. Donc tous les jours, je lui raconte une histoire, une connerie différente. Et puis ça l'a fait marrer encore aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas facile de vivre avec moi, ça je sais vraiment, puisque j'ai un humour un peu particulier, un caractère un peu particulier. Puis elle, ça la gêne pas. Donc ça l'emmerde de temps en temps, mais ça la gêne pas. Et tous les jours, quand je la regarde, je me dis... quand elle me regarde surtout, parce qu'elle a une vraie gentillesse... c'est pas une gentillesse... c'est pas quelqu'un de... Quand je dis une gentillesse, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est qu'elle ne me veut aucun mal. Elle ne veut aucun mal aux personnes qui l'entourent. Et ça se voit juste en la regardant. On a passé beaucoup de moments, beaucoup de temps ensemble, étant jeunes. Et c'est pas forcément ça qui a construit ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment les échanges qu'on a eus, les voyages qu'on a pu faire, et puis les discussions qu'on a eues autour de tout et n'importe quel sujet. Ça, c'est quelque chose de magnifique que je lui dis tout le temps, hein. Je lui dis que c'est la seule femme que je pourrais écouter tout le temps, puisque dès qu'elle me raconte un truc, c'est plutôt intelligent. Et que moi, j'aime bien l'écouter, j'aime bien la regarder. Un plat et une petite boisson. Le plat pour partager avec les gens et la boisson pour accueillir les gens. Voilà. On accueille et on partage. Voilà, c'est juste ça. Et puis comme ça, ils pourront dire c'est papa qui m'a expliqué. Voilà. Être à l'écoute des enfants. Voilà. C'est pour moi ce qui est le plus important. Alors, les éducants, moi je crois beaucoup en l'éducation, vraiment beaucoup. Les connaissances, la lecture, les faire découvrir d'autres cultures, pas simplement les laisser ici en France, leur faire connaître plein de choses et comprendre que tout a une raison en fait, quoi. Voilà. Il y a une raison derrière chaque chose, donc on va leur laisser ce qu'on peut, mais chacun aura essayé. Moi, en les éduquant correctement, j'essaierai de leur transmettre le fait que quand vous avez un peu d'éducation, vous pourrez toujours, un peu d'éducation, un peu d'envie, même s'il y a des choses qui ont été faites avant, c'est pas pour ça qu'elles resteront comme ça dans le futur. Donc aujourd'hui, chacun est capable de faire un petit bout pour faire changer quelque chose. Et pour ça, il faut un peu de tout. De la culture, de l'éducation, des gens, de la famille. Voilà. Ah ouais, j'aurais beaucoup chanté des chansons en créole, justement pour les habituer à écouter, à entendre ma voix comme ça. Donc c'est une chanson de carnaval. Donc ça s'appelle La Risabim. C'est La Risabim, t'es nion vie madame là, t'es nion kazan paille. Deye kaz la, t'es nion pied piment, chalet à vie femme là, tu es pied piment là, chez.
C'était en Normandie, dans un lieu qui s'appelle Pré-Petit, une petite ferme isolée, où j'ai rencontré des paysans, un couple de paysans qui vivaient en autonomie et qui étaient maraîchers et qui avaient un petit troupeau d'animaux, enfin des petits troupeaux, des vaches, des chèvres, des cochons, ils avaient tous les animaux sauf un âne, ils n'avaient pas d'âne, c'est les seuls animaux qu'ils n'avaient pas. Et ces paysans-là avaient fait le choix de donner leur ferme à Terre de Liens et ils m'ont accueilli sur leur ferme pendant plusieurs saisons. Et en fait, la rencontre déjà était magique, et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit sur ce que je suis aujourd'hui, à savoir berger. Quand ils travaillent dehors avec des animaux, des moutons, des petits animaux à laine, et ils s'occupent de les nourrir, de les observer, de les contempler parfois, et de les balader aussi beaucoup pour les nourrir, et ils s'occupent de ces moutons. Voilà. Après, il a aussi une vie de famille à côté, mais son métier de berger, voilà, c'est le métier de berger, c'est ça, c'est de s'occuper de ces troupes de moutons. J'ai appris à aller moins vite parfois dans certaines tâches, à être à pas forcément aller à prendre mon temps, voilà, à prendre le temps. Ça, c'est quelque chose que l'élevage m'a beaucoup appris. Il fallait vraiment prendre son temps. Et l'observation, je pense que je l'avais déjà, c'était quelque chose mais oui, c'est vraiment ça, c'est prendre son temps. Elle commence à déjà elle commence quand je suis encore dans mon lit, je commence à me réveiller, à savoir, j'imagine un peu parce que j'ai pas de programme vraiment défini. Enfin, j'en ai un qui peut être un peu défini, mais qui est prêt à être chamboulé. Donc déjà, il commence déjà encore la tête sous l'oreiller à imaginer comment je vais l'entreprendre cette journée, comment elle va se dérouler. Du coup, il y a déjà une vie de famille au réveil, et après voilà, c'est une vie avec les animaux. Donc il y a d'abord mon chien que je prends, qui est mon fidèle compagnon, mon chien avec qui que je vais lui ouvrir sa porte, et puis il va partir avec moi pour la journée. Et de là, je vais voir, suivant les troupeaux que j'ai, suivant la météo, donc je passe du temps avec eux. Des fois, je pars pour la journée, des fois, je rentre le midi, des fois, je reviens 1 heure après, des fois, c'est très aléatoire. Et puis, tout ça entrecoupé avec des moments de la famille et un retour à la maison quand la journée, je la trouve accomplie, que je suis satisfait de ce que j'ai proposé à mes animaux. Et je les trouve, quand je suis sûr que tout va bien et que je peux rentrer tranquillement. Je pense que c'est quand je suis parti à l'autre bout du monde, quand je suis parti vivre 1 an en Nouvelle-Zélande. Je suis parti vraiment très loin, et puis j'étais un peu loin de tout, de ma famille, de mes amis. Et puis j'avais vraiment cet objectif d'aller vers
je voulais découvrir l'agriculture biodynamique, chose que je ne connaissais pas, et puis on m'avait dit d'aller vers cette agriculture. Et du coup, au tout début de mon voyage, c'était les 3 premières semaines, en tout cas dans le premier mois de mon voyage, j'étais déjà parti au fin fond de la Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud, où il n'y a quasiment personne. Et je me suis retrouvé à aller frapper une porte parce qu'on m'avait dit que mon anglais n'était pas très bon et que la personne qui m'ouvrirait la porte serait une Française et qui pourrait m'aiguiller un peu sur mon parcours. Et c'est son mari qui m'a ouvert la porte, c'est un Australien. Il m'a pris pour un Allemand en arrivant parce que je sais pas, il a vu. Et puis très vite, on s'est mis à parler français. Et donc il a compris que j'étais français, donc c'était plus facile pour moi. Et cette personne, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes-là, qui étaient là face à moi, et qui allaient, après être des personnes que j'ai longtemps côtoyées juste à la fin de mon voyage, qui ont été comme une famille pour moi. En fait, lors de mon départ en France, j'avais pris le temps d'aller dire au revoir un peu aux personnes que j'aimais aux 4 coins de la France. Et il y avait un couple assez âgé qui m'avait dit, il y a très très longtemps, on a une amie qui est partie rejoindre la Nouvelle-Zélande, mais c'était 40 ans auparavant. Et c'était cette dame-là que j'ai retrouvée, chez qui j'ai sonné, j'ai toqué chez elle. Et j'ai retrouvé cette dame qui était la référente de la biodynamie dans toute l'île du Sud. Donc c'était en plus la personne qui allait pouvoir m'épauler sur toutes mes recherches. Et je pense que là, c'était vraiment... j'étais un peu seul avec mon sac à dos et on se balade, on est dans un pays tout à fait inconnu à se demander, oui, qu'est-ce qu'on fait ? On connaît personne, on sait qu'on y va pour quelque chose et puis on va trouver au fin fond de nulle part la personne qu'on recherche, en fait. Qu'on recherche et qui va nous permettre ce qu'on est aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui aussi, ouais, c'est bien. En tout cas, je crois... Ouais, j'ai pas forcément au destin, mais en tout cas, ça c'est les premières personnes que je vous ai parlé en Normandie. Eux, ils me disaient toujours non, il n'y a pas de hasard. Moi, c'est pas forcément le destin, mais en tout cas, moi, la certitude, c'est ça, c'est il peut pas y avoir de hasard. Donc indirectement, oui, ça peut être interprété comme ça. Je parle pas forcément du destin, mais il a fallu un long processus, ouais, pour qu'ils comprennent. Même il a fallu, je me rappelle, la première grande saison de berger que j'ai fait, c'était dans le Valais suisse en 2012. Donc c'était très dur, c'était très physique, c'était des jours de travail de 3 heures à 22 heures, avec des grands troupeaux de vaches, avec beaucoup de... Enfin voilà... Une vie très dure, très haute, on vivait très haut, on vivait à plus de 2500 mètres d'altitude, dans des conditions assez extrêmes, et ça, malgré tout, ils sont venus me rencontrer, donc pour moi, c'était un peu un aboutissement de mon parcours, et en fait, ils n'ont pas, à la fin, il y a eu un peu une phrase qui m'a marqué, parce qu'ils m'ont demandé, c'est super, à la fin, quand je suis venu les voir chez eux, mais ils m'ont dit, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail ? Au bout de 100, alors que j'avais passé vraiment... Et là, ça a été un moment de rupture. Mais il a fallu encore quelques années après pour qu'il y ait vraiment pas un aval, mais enfin vraiment, qu'ils comprennent vraiment mon choix de vie. Ouais. Et alors, tout dépend de laquelle. Là, j'en reviens, il n'y a pas plus de 3 heures, j'étais en banlieue, là. Mais brièvement, très brièvement, l'espace de 10 minutes, je me suis retrouvé dans cette cohue. Donc là, c'est plutôt la banlieue, là, mais pour moi, qui est vraiment la ville. Et là, j'ai un regard vraiment de... En tout cas, on m'a encore marqué, même si ça fait déjà plusieurs années où j'étais sûr. Mais là, j'ai un regard très... très pessimiste, très noir, je trouve vraiment où c'est sans cesse des constructions, de la circulation, du déchet, des immondismes partout, enfin en bord de surtout sur les bords des routes, des choses comme ça. Donc ouais, c'est vraiment devenu
Donc là, c'est cette ville-là que je touche du doigt, que j'ai pu voir encore récemment. Mais après, il y a d'autres villes. Il y a les centres-villes, il y a tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Les grandes villes, la lumière, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime. La ville, la cohue, le métro, ça, c'est plutôt un beau moment, de belles choses. Il y a de très belles choses à voir, à découvrir. J'adore observer. Mais il y a deux facettes. Il y a ces deux facettes, ouais. Et que je perçois les deux. Il y en a une qui me fait vraiment souffrir de voir ça. Ouais. J'ai beaucoup d'empathie envers beaucoup de choses que je vois à travers le monde, par les médias ou par les récits. Mais parfois, je me dis... j'essaie de garder le cap et de me dire que ça va aller mieux. Même si des fois, c'est dur d'être sûr sur une certitude. Mais au quotidien, j'ai la chance de ne pas l'apercevoir, parce que dans mon environnement, on ne le perçoit pas du tout. C'est pas qu'on vit isolé de tout le monde, au contraire, on a énormément de passages, de rencontres, ça vit beaucoup autour de nous, mais malgré tout, à part quand j'allume les infos, la radio, les infos à la radio, où on perçoit certaines angoisses, mais même s'il y a eu même des personnes qui ont pu être très reculées ici, qui ont été très isolées ou autres et tout, malgré tout, comme nos rencontres leur amènent toujours un peu un bol d'air ou autre, on met pas ça du tout, on n'en parle pas, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'en parler, ici on vit très très bien, vraiment on est dans un environnement où on n'a pas à se plaindre du tout, on n'a pas du tout cette perception, hormis, et c'est là où ça touche, c'est hormis quand on pointe un peu le doigt sur certaines actions qui sont faites dans le coin et on se rend compte qu'en fait, chez soi, on boit de l'eau qui est polluée par les pesticides ou des choses comme ça. Donc, hormis quand là, je réalise ça, que ça me revient un peu dans la figure parce que j'ai des responsabilités en tant qu'élu. Et du coup, quand ça commence à se mettre en bringue, à revenir sur la table ou autre et tout, je suis anéanti. J'en ai même des fois des plats durs, comme des plats durs. Ça me chamboule énormément. C'est très clairement une colère. Ouais. Ça m'a attaqué suite à un stress vraiment énorme où là j'ai essayé de mobiliser un peu des personnes localement pour essayer d'éviter qu'on ait trop de résidus de pesticides dans notre eau. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Je voyais bien qu'il y avait une espèce d'inaction et qu'on laissait les choses faire. Et de toute façon, c'était normal qu'il faudrait peut-être des années pour que ça se retourne. Mais alors pour moi, il fallait agir vite. Donc ça, c'est plus d'un point de vue écologie, on va dire, d'un point de vue où dans des désastres comme ça, tu peux voir autour de chez moi, même si on se dit qu'on est dans un lieu préservé, et puis en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est une aberration, qu'il y a des gros problèmes, même ici, dans notre coin. Et après, quand je vais pousser plus loin les réflexions, ou quand c'est des personnes d'autres régions qui viennent me rapporter des vécus, que ce soit en ville, le désarroi des villes ou d'autres campagnes, et j'ai plutôt cette envie de me battre et de me dire que non, en fait, il y a quand même des pistes d'amélioration, il y a des améliorations, il y a des choses qui vont quand même vers le mieux. Je reste optimiste. D'une manière générale, je reste optimiste face à tout ça. J'ai envie de rester confiant parce que maintenant que les enfants sont là, j'ai plus vraiment le choix. Maintenant, encore j'aurais pu être pessimiste si j'étais seul dans mon coin, mais maintenant qu'il y a les enfants, il faut garder un peu d'espoir parce que sinon ça sert à rien. La vie continue. Et puis...
celle que je vis à ce jour. Et elle est née aux confins de notre territoire, là, auquel maintenant j'y suis attaché, là, aux confins, je ne sais pas si aux confins, mais en tout cas dans un petit lieu bien secret de ce territoire, au bord d'une rivière, d'abord tout en haut d'une falaise, puis après au bord d'une rivière, et avec une belle personne qui aujourd'hui m'accompagne, avec qui on a notre vie ensemble. Et bon, au quotidien, déjà, quand on vit avec elle, c'est une artiste. Il faut savoir, il faut pouvoir... Heureusement que j'ai côtoyé un peu le monde des artistes pour pouvoir savoir à quoi m'attendre. Mais voilà, Mais du coup, voilà, au quotidien. Et puis même dans son travail, là, elle est vraiment... Et avec nos enfants aussi, c'est une artiste. Et ça, j'adore découvrir ça, de pouvoir proposer ça à nos enfants. Ça, c'est super, le côté... tout ce qui est l'art, la littérature, chaque chose qu'on prend, quand on ouvre un bouquin, une chanson, enfin, tout est précepte à à mettre en scène, à être mis en scène. Et ça, c'est au quotidien, c'est vraiment du bonheur. Ouais. En fait, à partir de mon prénom et du 25 décembre, en fait, tout devait être spécial, en fait. Et à partir de là, il s'agit toujours de se construire une vie spéciale parce que c'est de là dont on est parti. Et ça va passer par tout, du coup. Enfin, tout, même dans les choses les plus insignifiantes, mais à partir de là, c'est de faire de sa vie de la littérature
Mais non pas pour l'écrire forcément pour le montrer au monde, mais pour soi-même. Et en fait, c'est écrire sa vie de la plus belle des manières, c'est écrire une vie pour soi-même qu'on aimerait envie de lire si elle était la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est s'appliquer à apprendre, à comprendre, et puis à se dépasser, à faire des choses folles, à avoir toutes les expériences possibles et imaginables, à essayer de parler le plus de langues, à voyager. C'est tout part de là en fait, tout part d'un prénom unique et d'une date de naissance très rare. Et puis après, c'est être sûr que tout compte en fait, que tout soit beau, que tout soit important, que tout soit... Même les choses les plus insignifiantes, même aller faire le marché le dimanche, c'est jamais rien faire avec le cœur lourd parce que tout doit être spécial. C'est toujours pousser plus loin dans ce qu'on pourrait faire de plus fou. C'est jamais laisser place à la banalité. Parce qu'il y a trop de gens en fait aujourd'hui qui se rabaissent par ça, et alors qu'en fait je pense que les malheurs et les drames arrivent tellement vite et tellement silencieusement dans la vie que les moments de pur bonheur sont tellement rares qu'il faut vraiment les garder au cœur comme quelque chose de très précieux. Et ça va tellement suivre vite à un moment. Des choses même que j'ai peut-être pas encore imaginées, des deuils, des drames, des choses que je pourrais même pas encore mettre des mots dessus parce que c'est le futur qui nous dira. Que quand on a la chance d'avoir des belles années comme ça et des vraies années de bonheur, j'ai aucune envie de les dépenser à le raconter aux autres. Parce que c'est trop précieux et il y a trop peu de temps. Les malheurs arrivent assez vite en fait. Et ils sont très silencieux et ils arrivent sans qu'on les entende et puis tout d'un coup ils sont là et les choses changent. Et je pense que... Je sais pas pourquoi, j'ai tellement conscience de ça depuis que je suis petite. Alors je sais pas d'où ça vient, ce que... Je suis tellement tétanisée du drame qui va arriver un jour que parfois j'ai l'impression que qu'être trop heureux en fait c'est l'ascension avant la chute. Mais c'est con, hein. Une fois, je sais pas, il y a pas longtemps, par exemple, j'y mettais un peu trop de temps à rentrer à vélo. Et j'ai commencé à me dire, je dis, voilà, on est trop heureux, il y a dû avoir un accident, quoi. Parce qu'on est trop heureux. Ouais. Ça a été 28 octobre 2021, c'est quand j'ai pris un billet simple pour le Caire. Et que je suis partie au Caire. Sans billet de retour. Je savais que j'allais partir, mais je savais pas. Et après, à partir de là, j'ai voyagé pendant 8 mois. Et oui, je pense que ça a été c'est l'événement majeur. C'est ce moment où je suis rentrée dans l'avion pour partir au Caire. Et il faisait très froid, mais il faisait très beau, je me souviens. Et c'était complètement absurde parce que le matin, j'étais rue de Bussy, au coin de la rue de Bussy. Et je prenais un café avec Paul, mon meilleur ami, et pour se dire au revoir. Et après, voilà, j'avais le cœur lourd un peu. C'était très, très dur parce que j'étais jamais partie vraiment. Pas comme ça en tout cas. Et j'ai toujours vécu à Paris. Et j'ai pris l'avion. Et en fait, quelques heures plus tard, j'étais au Caire. Et le matin même, j'étais rue de Bussy, je buvais un café et c'était... Et en fait, oui, le voyage a commencé là.
Et c'était vraiment tout d'un coup. En fait, je pense que c'est ça la différence entre prendre des vacances et le voyage. C'est que instantanément, tout paraissait très loin parce que j'allais pas le revoir pendant un bout de temps. Alors, bon, certes, 8 mois, c'est pas énorme, mais. Et en fait, je pense que le voyage, c'est quand ça paraît très loin et très inaccessible. En fait, rentrer à la maison était complètement inaccessible. Est-ce qu'on change ça? C'est quelque chose dont je suis pas sûre. Je sais pas si le voyage nous fait changer, le voyage ou les événements ou la vie. Hein. Le voyage c'est pas un passage obligé de la vie de chacun non plus. Je sais pas si, je suis pas sûre. Je sais pas. Ça c'est quelque chose que je me demande. Est-ce qu'on n'est pas toujours qui on est? Et après les événements, les voyages, les épreuves, les bonheurs et autres révèlent ce qu'on a en nous ou ne le révèlent pas. Mais je suis pas sûre qu'on change. Ça, c'est quelque chose dont je suis pas sûre. Après, en tout cas, peut-être que je me trompe. Je sais pas. Après, qu'est-ce qu'il a révélé en moi? Je pense que énormément de choses, évidemment. Un apaisement, je pense, beaucoup. Mais après, ça, c'est très personnel, donc c'est pas très... Mais... je pense le calme. Je pense que passer autant de temps dans des endroits aussi chaotiques m'a rendu beaucoup plus calme. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a plein de choses. Il y a le calme, il y a le courage, il y a le dépassement, le souffle. Je pense qu'on peut être amoureux plein de fois dans sa vie, mais l'amour qui, comme tu as dit, nous fait sentir droit, plus fort, etc., il n'y en a pas tant que ça. Voire même, il n'y en a peut-être qu'un. Et autant, par exemple, si je prends mon cas, du coup, autant j'étais beaucoup amoureuse avant, mais ce calme et cette plénitude et cette force, ça, je l'avais jamais eu avant de rencontrer Georges. Et en fait... Pourquoi est-ce qu'on tombe quand ça s'arrête? Mais en fait, je pense que depuis le début que j'ai rencontré Georges, j'ai toujours su que si ça s'arrêtait entre nous, ça irait. Non pas parce que je l'aime pas énormément, enfin je l'aime énormément, mais parce que je pense que c'est ce genre d'amour où l'autre... En fait, tu es l'un et l'autre la terre, l'eau et le soleil de l'autre. Et tu te nourris mutuellement, enfin tu donnes autant que l'autre. Voilà, c'est être ça l'un pour l'autre, mais c'est aimer tellement fort et tellement calmement que si ça s'arrête, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... Donc je pense que quand on s'écroule parce qu'une histoire d'amour s'arrête, c'est que c'était pas une vraie histoire d'amour. Ou que c'était de l'ego, ou que c'était de la passion, ou que c'était de la luxure, c'était du sexe, c'était plein de choses. Mais je pense que ce que je vis là et l'amour que je vis là maintenant, si ça s'arrête, ça ira. Parce qu'on aura été... l'eau, le soleil, la terre de l'autre pendant un temps, et puis j'espère que ce sera aussi longtemps que possible. Mais... Donc je pense que si on s'écroule après une histoire d'amour, c'est on s'écroule pour soi-même. On s'écroule parce que soi-même on était brinque-ballant et dans ce cas c'est pas de l'amour. Dans ce cas c'est autre chose. Quand les voyages qu'on avait entrepris l'un et l'autre, ça veut dire qu'on était comme neufs, qu'on était loin de tout, qu'il y avait pas de cadre spatio-temporel, personne ne devait rentrer chez lui, personne ne devait... Donc déjà, il y a un cadre comme ça qui existe. On est hors du temps. En plus, on s'est rencontrés à Katmandou, moi ça faisait 5 mois que je voyageais, lui 7, enfin... Donc déjà, il y a ça. Et après, je pense qu'un voyage qu'on entreprend, lui comme moi, alors lui il avait 19 ans, moi j'en avais 23, c'est comme un voyage, et on a tous les deux voyagé dans des pays très compliqués,
Lui, Géorgie, Turquie, Iran, Pakistan, Oman, moi, Égypte, Jordanie, Inde. C'est comme c'est un voyage initiatique. Donc, et à partir du moment où on se... En fait, c'est comme si, je sais pas comment faire, mais c'est comme si le destin avait créé toutes les meilleures conditions possibles pour qu'on se rencontre et que notre amour puisse juste, comme ça, pouf, éclore comme ça. Parce qu'on était loin, on était qui on était, on s'était prouvé ce qu'on voulait se prouver, on avait eu nos épreuves du feu l'un comme l'autre. Et on était juste prêts à tomber dans les bras l'un de l'autre, en fait. Et je pense que quand deux personnes qui sont prouvées ce qu'elles avaient envie de se prouver individuellement et qui ont autant envie d'être heureuses se rencontrent, mais c'est pour ça qu'en fait tout est trop beau et que même monter un canapé enfin tout est trop beau parce qu'il y a un désir pur d'être heureux ensemble et d'être heureux individuellement et du coup ensemble. 3, 4, 5 peut-être. Mais j'aimerais pas avoir que des enfants biologiques, j'aimerais adopter aussi des enfants. Et aussi peut-être faire famille d'accueil, si je peux me le permettre. Parce qu'il y a besoin, je sais pas, il y a plein d'amour, plein de... Ben voilà, puis faire des belles personnes. Pour moi, c'est con, mais c'est pour moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la bouffe. Moi, je vois une grosse marmite et remplie et fumante et 50 personnes qui mangent des pâtes. Une très bonne pâte. Voilà, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de définition, il y a un quartier, je sais pas où, et une grosse marmite de pâtes. Voilà, et quiconque passe a une assiette de pâtes. Alors c'est un truc dont je suis sûre avec moi, que plus ça va aller, mieux je vais être. Vraiment, moi, vous me reprenez là maintenant à 34 ans, ça va être encore mieux. Après, dans 20 ans, non, dans 20 ans, je vais être trop cool. J'aurai quel âge ? 44 ans ? Ah, ça va être trop bien. J'aurai un pick-up truck et j'amènerai mes enfants à l'école à l'arrière du pick-up truck. Et une grande maison et il y aura des animaux, et il y aura, j'espère, Georges. Et... Ah, ça sera génial et je serai super accomplie. J'aurai peut-être un restaurant et... Il y aura des œuvres d'art partout au mur et on fera la cuisine et on ira camper dans la montagne. Si je peux me permettre d'avoir une belle vie heureuse et recluse, mais de prendre soin de mon bonheur à moi et de celui autour des miens, ce que j'aimerais beaucoup. Après, si les circonstances extérieures rendent ça impossible, bah, tant pis, je donnerai ma vie au collectif. Oui, bien sûr, il y a une période qui est compliquée moi j'ai toujours eu peur d'être une génération sacrifiée en fait. Ça a toujours été depuis toute petite. Enfin, voilà, je pense que je disais beaucoup trop de trucs sur la Seconde Guerre mondiale ou quoi, mais j'ai toujours eu vraiment peur d'être une génération sacrifiée, où un jour on se réveille et on se dit bah nos rêves sont partis dans des enjeux politiques, nos universités ont été détruites, nos amis et nos amours sont morts de telle manière et ça arrive tellement plus vite qu'on le croit en fait. Non, il n'y a pas de ressentiment, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup. Beaucoup de larmes. Rien que là tout à l'heure, rien que boulevard Beaumarchais en rentrant de chez ma tante, il y avait un tout petit groupe, je sais pas, 200-300. Une petite manifestation pour l'Ukraine, mais rien qu'à penser à... Tout d'un coup, enfin voilà, ça me brise le cœur. Rien qu'à penser à ces hommes qui avaient une vie qui d'un coup sont conscrits, à ces destins brisés, à ces grands-mères qui peuvent pas quitter leur maison. Enfin, j'ai pas... Les gouvernements, les choses, voilà,
ils sont ce qu'ils sont et on sait tout ce qui se passe, mais c'est vraiment penser à toutes ces vies brisées en fait. Moi c'est ça qui me... j'ai le cœur brisé en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai le cœur brisé de ce qui se passe dans le monde, quoi. J'ai passé des nuits entières à pleurer dans mon lit en pensant à... Et ce que je disais à Georges l'autre jour, je disais alors pourquoi... Enfin voilà, pourquoi moi aujourd'hui je suis là et j'ai la vie que je peux avoir et puis une autre jeune fille de 24 ans quelque part... Ah si, bien sûr, je peux en parler, parce que j'ai fait j'ignorais ce qu'était l'amitié. J'avais de bons copains ou des amis d'enfance, mais j'ai eu un coup de foudre ces dernières années, mais vraiment un coup de foudre pour un ami que j'ai rencontré, mais tout à fait fortuitement, en allant choisir une voiture dans un garage. J'observais les voitures et j'ai entendu une voix, quelqu'un qui parlait avec l'un des vendeurs qui était sur place. Et il y a quelque chose qui s'est produit chez moi. Et bon, le monsieur en question qui parlait aux vendeurs avait l'air d'être très connaisseur en matière d'automobile. Et tout de suite, je suis allé vers lui à un moment et je lui ai demandé, mais je sentais qu'il y avait autre chose que
parler de voiture, je lui ai demandé s'il pouvait me conseiller sur le choix d'une voiture. Et bon, il était très volubile, il était voilà, comme ça. Et puis tout de suite, je l'ai invité à boire un café. Et là, s'est produit quelque chose, je vous passe tous les détails. On a échangé nos téléphones. C'est un monsieur beaucoup plus âgé que moi, puisqu'il était de 37. Et on a échangé nos téléphones. Et là est né quelque chose entre nous de tellement fort qu'on s'appelait au quotidien, qu'on ne pouvait pas se quitter lorsqu'on se voyait. Je le raccompagnais souvent au pied du métro. Et là, on parlait, on n'arrivait pas à se séparer. Il y avait quelque chose de quasi fusionnel. Et je remerciais le ciel d'avoir, sur le tard, pu rencontrer une personne avec qui j'avais pressenti au son de sa voix que quelque chose pouvait se produire. J'ignorais quoi, mais on ne s'est plus quitté, entre guillemets. Bon, on avait chacun nos familles respectives, lui, sa compagne, moi, ma femme, etc. Mais on ne pouvait pas ne pas s'appeler tous les jours et se voir au moins 3 fois par semaine. C'était de l'amour sans sexe, si je puis dire. C'était quasi charnel, c'était la phrase de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir son décès, pour moi, a été terrible. Il a été hospitalisé. Je laissais tomber mon travail pour aller le voir tous les après-midi à l'hôpital, à passer des heures avec lui, alors qu'il ne pouvait quasiment plus parler. Je lui tenais la main, ou alors je me mettais derrière lui assis, je lui touchais l'épaule, et ça me suffisait, et ça lui suffisait. Quand je lui disais, bon, peut-être que je te dérange, je devrais partir, et il me disait, non, non, reste. Et c'était sans parole, c'était juste une histoire de présence, et ça me remplissait totalement, malgré le chagrin de le voir de le voir partir. Et c'est très douloureux pour moi d'en parler, parce que la blessure, la cicatrice est toujours là, quoi. C'est bien que ça fait plus d'1 an maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Et au quotidien, oui, je peux le dire, en étant seul, je l'appelle par son nom. Il y a quelque chose qui, au-delà de moi, fait que je lui parle quelque part. Et même dans la nuit, j'ai besoin de prononcer son nom et son prénom. Je remerciais, alors, de son vivant, je remerciais le ciel d'avoir rencontré cet être, et on se le disait mutuellement. Avoir connu ça, mais je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment plus qu'un privilège. J'ignorais qu'on pouvait aimer quelqu'un à ce point. Après, son départ fait que, bon, bien sûr que ça a été extrêmement douloureux, mais je lui parle tout le temps. Donc je lui parle tout le temps, mais ce qui est très compliqué pour moi, c'est qu'il a été incinéré. C'est la première fois que j'ai assisté, si je puis dire, à une incinération, et que j'aurais voulu qu'il y ait un lieu au fond de moi, un lieu où me recueillir. Mais là, ses fils ont dispersé ses cendres en Bretagne, et il y avait comme un espèce de manque, voilà, à cet endroit. Mais sinon, que j'ai pu... un de ses fils
m'a donné pas mal d'objets qui lui appartenaient, dont une plante. Et cette plante que j'ai chez moi aujourd'hui, c'est un peu lui qui est là. Il y a quelque chose de lui. Et je l'observe sous le vent, je caresse les feuilles de cette plante. Je sais que je le rejoindrai parce que c'est pas possible d'avoir vécu quelque chose d'aussi fort et qu'il n'y ait pas un après. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Est-ce qu'on peut transformer? En tout cas, moi, de son vivant, l'après, je suis encore dans le deuil, si je puis dire. Hein. Je suis encore dans le deuil. Je porte au travers de mon corps, je le sens, le poids en plus, tout ça me pèse encore. Mais du vivant de mon ami, j'avais écrit un article dans un magazine pour des personnes du troisième âge, que j'avais intitulé « Mon meilleur ami du monde », en rapport avec une autre histoire. Et ce que je veux dire, c'est que cet article, c'est quelque chose qui coulait de source. Alors que moi, j'ai toujours un problème avec les mots, la parole qui ne touche pas la réalité réellement. Et cet article, je l'ai écrit d'une traite. Et le responsable de ce magazine l'a publié tel que. Et pour moi, c'était évident, c'était bien, moi qui suis jamais très satisfait des choses, hein, qui ne sait pas mettre un point final, qui revient sur les mots. Et ben là, ça coulait de source. Et cette énergie-là, ce que m'avait apporté cette rencontre, mais encore une fois, il était vivant. Ben, j'étais sur un nuage et c'était évident et j'avais cette belle énergie. Et après, dans l'après-coup, moi j'y crois. Je crois vraiment à ce que Rumi a pu dire hein, après la disparition de Shams, bien sûr. Et je crois que, il me semble, hein, en restant tout à fait modeste, que le temps viendra où je vais trouver ce quelque chose parce que je mesure à quel point j'ai eu cette chance de rencontrer cet ami et que à ce moment-là, peut-être, et à mon niveau, je serai dans la création, mais j'y crois, oui. Mais en tout cas, je ne le vis pas sur le moment. Il y avait beaucoup d'admiration. Il me disait, mais tu es un homme de chiffres, compte tenu de mon métier, et tu t'intéresses à tellement de choses, à la littérature, à la poésie, à la philo, etc. Donc il y avait beaucoup d'admiration. Et au milieu de tout ça, il me disait, ben, juste le fait d'être ensemble et d'échanger quel que soit le sujet, ben c'était un très grand sportif, c'était un cycliste qui avait fait les étapes du Tour de France, etc., alors que moi je ne suis pas du tout sportif. Il pouvait me parler, alors je parle de moi là, par rapport à lui, il pouvait me parler de vélo, alors que a priori, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Hein. Une autre personne m'aurait parlé de vélo ou des étapes du Tour de France, mais j'aurais écouté d'une oreille, mais vraiment très... Alors qu'avec lui, tout ce qu'il pouvait dire m'intéressait. Il me parlait de bateaux parce qu'il en faisait, lorsqu'il allait en Bretagne, etc. Dans des détails, moi je suis pas du tout bricoleur, ni technique, ni rien. Mais là, je l'écoutais. Donc, et de l'autre côté, c'était de la même façon. J'avais fait un travail pour mon mémoire de Master 2 de psychanalyse sur la question du sens et du non-sens.
Et il fallait que le mémoire tienne en une centaine de pages. Donc, une fois que j'avais écrit, je lui avais dit, écoute, je vais te lire ce que j'ai écrit, et toi qui n'es pas du tout intéressé a priori par ces questions-là, j'aimerais bien que tu me dises si ça te paraît clair, explicite, etc. Et il m'a écouté. Et il m'a posé des questions. Lorsque je parlais, par exemple, du grand autre cher à Hegel, etc., il me dit, mais c'est quoi ça, le grand autre? Ou alors le petit A, le lacanien, des choses comme ça, qui a priori n'avaient rien d'intéressant pour lui, si je puis dire. Eh bien, il m'a écouté, j'ai lu les 100 pages, en plusieurs fois, bien sûr. Et son propre fils m'a dit, mais c'est incroyable, mon père n'a jamais fait un devoir avec nous. C'est vraiment une histoire de fou ce que tu nous racontes. Donc, c'était de la présence, quoi. C'était tout ce qui l'intéressait, tout ce qui m'intéressait, c'était totalement partagé. Donc il y avait un au-delà des choses, si je puis dire. Il y avait, voilà. Pour l'avoir déjà vécu, je fais un peu le yo-yo, si je puis dire. Je me rapproche de moi, je me perds de vue. Là où j'étais dans le ventre, si je puis dire, entier, c'était en vivant cette amitié-là. Donc là, j'étais vraiment, j'allais dire, bien que je sais que tout sujet est divisé, bien sûr, qu'on est coupé de soi, que la parole n'attrape pas tout, bien sûr. Mais j'étais tout simplement bien. Je prenais soin de ma personne. J'étais bien dans la vie. J'étais bien lorsque je marchais, je me sentais léger. Ma curiosité était intacte. Et pour l'avoir connu, je me dis, il n'y a aucune raison qui fasse que, après ce passage qui dure et qui est difficile, que je n'aille pas me retrouver quelque part. Je me perds, je me retrouve, et puis je vois les choses un peu comme ça. Alors j'ai des pistes. L'idée que je pouvais apporter quelque chose à l'autre. J'ignorais ce qu'était l'amitié, ce qu'était l'amour de l'autre, cette ouverture sur l'autre. Il y a quelque chose où, sur le plan de l'altérité, je ne sais pas comment l'exprimer, je ne pensais pas qu'on pouvait être en résonance à ce point. Et qu'est-ce que ça a produit? Un amour, ça peut paraître excessif, mais un amour pour les autres. Un amour pour les autres, parce que le fait de l'avoir accueilli, j'allais dire presque dans tous ses discours, dans tous ses états, il me semble que ça m'a rendu beaucoup plus humble pour écouter le discours des autres, et quels que soient les autres. J'étais tellement bien, je ne sais pas le dire autrement, j'étais entier, quoi. J'avais à l'intérieur quelque chose qui me tenait et qui faisait que, même dans mon échange avec les autres, et je le sentais parfaitement, je trouvais les mots. Moi qui ai un problème avec les mots, j'ai vraiment un problème avec les mots, je trouvais les mots, c'était fluide. Il n'y avait pas de barrière avec certains autres. Quand j'ai fait cette rencontre, j'avais beau voir ces personnes-là, et quelles que soient les personnes, j'avais ce sentiment réel d'être moi-même.
mon ami Michel. Est toujours donc omniprésent. J'ai eu cette chance, et j'ai encore cette chance de discourir avec lui en permanence. Et cet échange m'a permis de mettre en mots et puis de mettre un peu à distance mais tout ce qui se trame en moi et qui me permet de, encore une fois, le fait de vous en parler à vous me permet de mesurer à quel point cette chance est immense. Et même en le disant, et là, je me sens rempli de Michel. J'ai reçu un plein d'amour de la part de ma grand-mère maternelle. Ça a été vraiment... ça a été un amour fou, si je puis dire. Je gardais l'image de quelqu'un qui me caressait les cheveux pour m'endormir, où j'étais dans une espèce de plénitude. Je n'ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère tant le chagrin était immense. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chasser les papillons, pas loin de chez moi. Et je suis passé de mamie à papy, parce que cet ami-là, qui est âgé, alors ça, c'est une idée comme ça qui m'est venue. J'ai dit, mais en fait, tu as quitté mamie, t'es allé chasser les papillons, et en fait, c'est les papilles que tu as trouvés.